Hmm. Hmm. Des nouveaux commentaires. Bon, 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 bon. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, Ce soir, on va parler du comble de la comblerie. La comblerie, on dit même ça en français. Le comble de la comblerie. Un peuple qui a plus de 70% de jeunes de moins de 40 ans. Alors, on va parler du comble des Camerounais. Et Antizambouan. Cameroun en fois, Anaou, Anaou, Cameroun, Anaou. Parce que si on veut comprendre le Cameroun, c'est comme essayer de comprendre la femme. Pardon. Le Cameroun. Voilà que personne ne questionne sur le bilan du grand-père Sardinar. On ne questionne pas sur le bilan du grand-père Sardinar depuis plus de 40 ans au pouvoir. Et on se rend compte que les gens sont en train de vouloir faire ce qu'on appelle le bis repetitas. C'est-à-dire que, comme d'habitude, c'est-à-dire, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Comme d'habitude, les gars appellent sans problème à la candidature de Biya. Déjà, je vais lever quelques équivoques sur cette histoire parce que il ne faut pas qu'à chaque fois on trompe les Camerounais. C'est très important. C'est pour ça que je tiens à faire ce live. Et je vais aussi dire à mon audience qui me suit, bonsoir à tous ceux qui sont sur TikTok. N'oubliez pas de mettre les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, je vous en prie, mettez beaucoup de cœurs pour protéger le live. Pareil sur Facebook, bonjour, je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Mettez beaucoup de cœurs pour sécuriser le live. À mes amis de TikTok, si le live se coupe, entre-temps, je suis connecté également sur Facebook, sur la page La Grande Messe. Oui, parce que ma page Facebook que vous connaissez, Max Senior Ivoire officiel, a été restreinte par Facebook. Donc pour le moment, je ne peux pas l'utiliser. J'ai 90 jours pour faire les choses bien là-bas. Donc je vous invite à venir vous connecter sur la page de la Grande Messe. Comme ça, j'ai eu beaucoup de restrictions aussi sur mon compte TikTok. Et donc si vous ne me voyez plus sur TikTok, allez chercher les informations sur mon nouveau TikTok que je vais créer. Bien évidemment, sur ma page Facebook, La Grande Messe. Vous allez voir ma photo sur le profil. Donc vous allez me reconnaître. C'est évident. Donc, voilà un peu. N'oubliez pas, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Mettez les cœurs sur Facebook, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Merci, bonsoir, Ancy Cynthia. Bonsoir, bonsoir. Oui, on essaie, n'est-ce pas, de trouver les moyens de faire les choses autrement, quoi. Avoir un bon son, c'est important. Ça fait que les gens n'aient pas trop de problèmes à nous écouter pendant longtemps. Et voilà. Donc, permettez-moi s'il vous plaît, de faire un peu de partage hein, avec mettre le direct sur mes autres pages. Bon, même comme c'est restreint, mais quand même. Voilà. Et comme ça, on va commencer à parler un peu de notre pays, notre pauvre pays. Malheureux Camerounais. Les Camerounais, pour eux, est toujours derrière. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Les Sénégalais ont décidé qu'on ne touche pas à la Constitution. Les Sénégalais ont décidé que Macky Sall ne va pas faire un troisième mandat. Les Sénégalais ont aussi décidé, et c'est ça qui est très important, que Macky Sall ne va pas toucher à Ousmane Sonko. Non mais, comment est-ce que c'est possible qu'on dise on condamne un opposant aussi populaire qu'Ousmane Sonko pour diffamation parce qu'il a dénoncé la gabegie financière de certains ministres et du coup on le traduit en justice juste pour qu'il ait une condamnation qui va l'empêcher d'être candidat à la future élection présidentielle. On connaît très bien que le mec, il est très populaire. Voilà pourquoi je vais dire big up au peuple sénégalais. Vous avez vu ce qui se passe là-bas? C'est ce qu'on appelle un peuple engagé derrière son leader. L'Afrique a besoin des leaders comme Ousmane Sonko qui ont un discours différent,
qui n'ont pas de discours néocolonial, qui ont un discours vraiment panafricain. Des leaders comme Ousmane Sonko, on en a réellement besoin en Afrique. Une jeunesse dynamique, engagée, une jeunesse qui participe, qui tâte du terrain. Macky Sall, à l'époque, quand il combattait, je ne sais pas, c'était Wade ou qui, Macky Sall était quelqu'un de dynamique aussi. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, allez, bang, l'ivresse du pouvoir, il fait tout, n'importe comment. Et aujourd'hui, il est en train de vouloir commettre la même erreur qu'il reprochait à son prédécesseur. C'est-à-dire se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Non. Non. Donner la chance à tout un chacun de montrer, de démontrer ce qu'il peut. Il faut qu'on arrête de mettre dans la tête des Africains qu'il y a un seul homme qui est capable de tout faire et les autres ne valent absolument rien. C'est faux. Parce que cet argumentaire-là est facilement démontable. Puisque si vous dites qu'il y a un seul homme qui est capable de faire les choses dans un pays, ça veut dire qu'entre autres, cet homme, étant au pouvoir depuis longtemps, a échoué. Parce qu'un vrai homme, c'est celui qui prépare la suite. Un vrai homme, c'est celui qui prépare sa succession. Un vrai homme, c'est celui qui prépare son remplacement. Parce qu'il pense à la continuité, au futur. Un homme, ce n'est pas celui qui met tout autour de lui et qui fait en sorte que tout s'arrête à lui. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays, des millions d'habitants, et vous estimez être le seul à faire certaines choses. Mais ça veut dire que vous avez échoué. Ça veut dire que vous n'avez pas préparé la relève. Vous voyez un peu cet argument? C'est le même argument qu'on nous présente au Cameroun. Paul Biya, avec plus de 50 ans dans l'administration aux hautes fonctions, il accède à la magistrature suprême. Il accède à la magistrature suprême en 82. Et nous sommes en 2023, plus de 40 ans plus tard. On nous dit toujours qu'il n'y a que Paul Biya au Cameroun capable de gérer le Cameroun. Ça veut dire que dans la politique de Paul Biya, il a échoué. Il n'a pas préparé la relève. On nous dit que Paul Biya, malgré le fait qu'aujourd'hui il a 90 ans officiellement et qu'en 2025, il aura 92 ans, il est le seul à conduire le Cameroun vers sa destinée. Mais on dirait qu'on a affaire à des personnes qui voient l'avenir. Ça veut dire qu'ils sont sûrs que Paul Biya va voir 2025. Ils sont sûrs que Paul Biya ne va pas die comme ça entre-temps. Mais lorsque vous dites qu'il n'y a qu'un seul homme qui est capable de conduire à la destinée de toute une nation de millions d'habitants, ça veut dire que si l'homme là meurt, la nation meurt avec lui. Comment est-ce que vous, les Camerounais, vous pouvez accepter ce genre de discours? Comment est-ce que les Africains, dans beaucoup de pays, peuvent accepter ce genre de discours? Que vous êtes dans un pays, il y a beaucoup de diplômés, il y a des Camerounais à l'étranger qui ont fait sciences politiques, il y a des intellectuels, il y a des personnes qui ont prouvé dans plusieurs pays. Mais on ne reconnaît pas leur valeur dans leur propre pays. Et on dit toujours que non, c'est celui qui est président à vie là, qui est le seul à même de conduire à la destinée de ce pays, de cette nation. On va au Cameroun jusqu'à nous dire que Paul Biya est le seul garant de la paix. Ça veut dire entre autres que si Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, c'est fini pour le Cameroun. C'est la débandade totale. Parce que c'est le même slogan que ces gens nous présentent tous les jours. Ils disent que Paul Biya est le gage de la paix. Paul Biya est le garant de la paix. Qu'il faut toujours que Paul Biya soit au pouvoir. Parce qu'il est celui qui maintient le Cameroun dans la paix. Déjà même que l'argument là est encore faussé même. Parce que il y a au nord, il y a une guerre qui déchire le Cameroun au nord. Certes, ce sont des gens qui attaquent le Cameroun, des organisations que vous connaissez tous. Je ne veux pas trop prononcer le nom parce que les réseaux sociaux, ça censure grave. Mais il y a une guerre dans une partie du Cameroun, le nord-ouest ou le sud-ouest, que lui, Biya, a déclenché. Donc vous ne pouvez plus nous parler de paix au Cameroun quand le pays est en guerre. Maintenant, ils ont changé le mot paix, ils ont mis la stabilité. Que Paul Biya est le seul garant de la stabilité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu doit lui accorder une longue vie pour qu'il puisse continuer de rester au pouvoir parce que c'est Paul Biya
qui est le garant de la stabilité. Ça veut dire, entre autres, que si Paul Biya, homme qu'il est, décède aujourd'hui, mais le Cameroun va aller dans la gadoue, est-ce à dire que ces barons de Yaoundé, qui sont au pouvoir depuis l'époque de Mathusalem, qui ont accumulé tellement de milliards détournés des fonds publics, se sont préparés à faire la guerre au peuple camerounais lorsque Biya ne sera plus? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous dire que si Biya décède aujourd'hui, ils vont tous nous dézinguer? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire que si Biya n'est plus là aujourd'hui, ils vont détruire le Cameroun? Parce qu'ils le disent, que Biya est le seul garant de la paix. Vous voyez donc que nous sommes un peu perdus, en réalité. On ne comprend plus rien. Et c'est comme ça dans plusieurs pays d'Afrique. Seulement, ce discours a été tenu dans plusieurs pays d'Afrique, mais quand ces dictateurs sont tombés, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est des discours trompeurs. Parce que ces dictateurs étant tombés, le pays a continué de fonctionner. Blaise Compaoré avait le même discours. Sauf que Blaise Compaoré est tombé et le Burkina continue de fonctionner. Alpha Condé voulait se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Mais le voilà qui est tombé. Est-ce que la Guinée ne continue pas de fonctionner? Il y a plusieurs présidents comme ça qui disaient toujours « Je suis le seul garant, je suis le seul garant, je suis le seul garant. Je suis le seul à même de conduire la nation à X, à Y. » Mais après, regardez ce qui s'est passé. Et effectivement, Compaoré a fait un mea culpa, il a commencé à s'excuser. Il a commencé à dire, ouais, je m'excuse pour tous les Burkinabés que j'ai tués. Je m'excuse pour avoir éliminé mon frère et ami Thomas Sankara. Et je m'excuse, je demande aux Burkinabés de me pardonner. Le Dieu Compaoré, Compaoré l'intouchable, Compaoré le tout-puissant. Il est devenu petit comme ça quand on l'a chassé du pouvoir. Donc vous voyez que c'est un discours trompeur. C'est un discours trompeur. Maintenant, je disais que je vais d'abord sortir, n'est-ce pas, de cette histoire qu'ils disent toujours, le peuple du Grand Nord appelle à la candidature de Biya en 2025. Je tiens à rappeler aux barons du RDPC, et je vous invite à leur envoyer cette vidéo, je tiens à leur rappeler que les militants du RDPC, certes, font partie du peuple camerounais, mais ils ne sont pas les représentants de tout le peuple camerounais. Je ne pense pas que c'était 30 millions de personnes qu'on a vues là-bas à Mokolo. Je ne pense pas que c'était 30 millions de personnes. Hein. C'était quelques dizaines d'individus. Donc vous ne pouvez pas regrouper quelques dizaines d'individus quelque part à votre meeting, encore que vous avez payé pour que ces individus soient là, même si ces individus arborent les effigies de votre parti. Vous ne pouvez pas organiser votre petit meeting où vous vous asseyez dans les tentes avec les gros gandouras pendant que les pauvres populations sont sous le soleil toute la journée. À la fin, vous leur donnez un peu de pain avec un peu de sardines et un billet de 500 pour venir rabâcher les oreilles des gens dans les journaux, sur les plateaux télé, en disant voilà le peuple du Nord, le Nord Cameroun, le Grand Nord Cameroun appelle à la candidature de Biya. Mais vous êtes en train d'insulter les ressortissants du Grand Nord Cameroun parce que l'extrême Nord Cameroun où vous étiez, à Mokolo plus précisément, c'est l'une des zones, si ce n'est la zone la plus pauvre du Cameroun, la plus détruite, enclavée du Cameroun. La zone est complètement détruite. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Si on se met à vous présenter les images de l'extrême nord Cameroun aujourd'hui, mais vous allez vous poser la question de savoir c'est sur quelle planète. On ne sait même pas si les populations là-bas savent qu'il y a ce qu'on appelle le goudron. Donc vous ne pouvez pas venir dire que des gens que vous avez négligés depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez toujours négligé des gens. Venez nous dire aujourd'hui que ces gens demandent à continuer de souffrir. Ils appellent à la candidature de celui qui les a plongés dans cette souffrance depuis l'époque de Mathusalem jusqu'à aujourd'hui.
Qu'est-ce que Biya a fait au Grand Nord pour que le Grand Nord appelle à sa candidature chaque année? Moi, j'ai dit seulement que ils utilisent toujours ce genre de campagne pour après aller fabriquer les résultats à Elé comme d'habitude et venir exposer aux Camerounais en disant ouais, au Grand Nord, Biya a eu 100%, au Sud, Biya a eu 100%, patati patata, Biya a gagné l'élection présidentielle. En fait, c'est les campagnes médiatiques comme ils ont l'habitude de faire. Ils l'ont fait en 2009. Ils l'ont fait en 2016, c'est toujours 2 ans avant l'élection présidentielle. Ils l'ont fait en 2009, ils l'ont fait en 2016. Les voilà en 2023, ils refont exactement la même chose. Et aujourd'hui, on a vu l'extrême nord. Vous allez voir bientôt, vous allez voir, ils vont partir dans d'autres villages à l'est, au sud, un peu de partout là, où ils vont organiser un petit meeting du RDPC. Ensuite, ils vont prendre tous les journaux qu'ils passent le temps à financer, notamment les journaux d'Amougou-Belingala, de tous ces gens-là, et ils vont rabâcher les oreilles des gens avec, comme ils sont en train de faire avec le petit meeting du RDPC qu'il y a eu à l'extrême nord. Là. Ils vont faire passer ça sur les plateaux télé, ils vont faire la propagande. Ça, c'est pour légitimer le vol qu'ils sont en train de préparer en 2025. Ça, on le sait. L'opposition le sait, tout le monde le sait, mais seulement les gens laissent faire. Vous ne pouvez pas passer votre vie à crier au voleur, au voleur, au voleur, comme Richard Bona disait. C'est-à-dire, les gens vous volent une fois. Vous criez au voleur, mais vous continuez de laisser votre porte ouverte. Ils viennent, ils volent la deuxième fois. Eh, au voleur, vous laissez votre porte ouverte. La troisième fois, ils viennent, ils volent. Ils volent chez vous tous les jours. Mais vous laissez toujours votre porte ouverte. Et quand ils volent, vous êtes là, vous êtes assis. Vous regardez comment ils volent. Dès qu'il finit de voler, il part. Il peut aller en train de partir. Vous criez au voleur, on a volé chez moi, on a volé chez moi. Non, mais vous êtes complice. Vous n'êtes plus une victime, mais vous êtes complice. Vous êtes complice par votre inaction. Bonsoir ma mère, bonsoir Eton de Luxe, je viens de voir, je vois là, je vous vois connecté, Merci, merci à tous ceux qui ont fait des partages, merci, continuez de partager, c'est très important. Tapotez le live la famille s'il vous plaît, tapotez le live, merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Donc, vous voyez que nous sommes là dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Et seulement, il y a des personnes qui manipulent et il y a des personnes manipulées. Et si tu te laisses manipuler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais tu n'es plus le manipulé, mais tu es complice de cette manipulation. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas prendre l'exemple des Sénégalais en se réunissant? Seulement, je vais encore dire quelque chose qui va peut-être choquer. C'est que, est-ce que ce n'est pas un problème du manque de l'union de l'opposition au Cameroun qui fait en sorte que les Camerounais n'ont même plus confiance aux hommes politiques? Je le dis tous les jours et c'est un sujet à débat. Les gens évitent ce débat. Pourquoi l'opposition camerounaise ne peut pas aussi faire une coalition comme cette coalition qui est derrière Ousmane Sonko? Vous pensez que c'est seulement le PASTEF, ou c'est le PASTEF qui est le parti de Ousmane Sonko qui mobilise comme vous voyez au Sénégal là? Non! Il y a toute une coalition derrière lui, de certains partis de l'opposition, de la société civile. Mais au Cameroun, la société civile n'existe pas. Depuis l'époque des Lapiro de Mbanga, depuis que Lapiro de Mbanga est mort, c'est fini. Il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus rien au Cameroun. Il n'y a plus rien. La société civile est inexistante. Lorsque vous voyez certaines associations, associations des taximans, associations des mototaxis, tous sont du RDPC. Tous les présidents d'associations des mototaxis, présidents des associations des conducteurs de taxi, président de l'association des conducteurs de poids lourds, président des consommateurs, de la Ligue des consommateurs, de l'homme Magellan, Kamgen, tous. Ils sont tous du parti au pouvoir. Donc, il n'y a plus de société civile libre au Cameroun. Comment est-ce que ça se fait? Parce que tous les Camerounais ne peuvent pas faire partie d'un parti politique. Il faut bien qu'il y ait la société civile qui réunit et qui regroupe. Parfois, les partis politiques forment une coalition et se mettent derrière un leader même de la société civile. Hein?
Mais au Cameroun, on ne voit pas ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait en sorte que les Camerounais sont mous? Est-ce que les Camerounais ne se disent pas que pourquoi est-ce qu'ils vont se mobiliser quand déjà même les leaders des partis de l'opposition ne se mettent pas ensemble, ne se mobilisent pas? Quel est le fil conducteur donc de la lutte contre le régime Biya? Chaque opposant veut aller seul. Ils ne veulent pas causer. Mais essayez de dialoguer entre vous. Donnez un nouveau souffle à la vie politique au Cameroun. Certes, chacun d'entre vous est populaire à son niveau. Mais ça ne suffit pas. Il faut une union sacrée. Non pas peut-être pour partir aux élections et remporter les élections, non. Mais pour renverser la tyrannie en face, ensuite réorganiser le pays, ça s'est fait dans plusieurs pays. Mais pourquoi au Cameroun, les opposants refusent de se mettre ensemble? Il y a une plateforme de l'opposition pour le changement du système, du système électoral, oui. Mais ça ne suffit pas puisque le régime Biya refuse de changer le système électoral. Vous ne pouvez pas dire au régime Biya de changer le système électoral et de mettre les élections transparentes au Cameroun. C'est-à-dire, c'est un peu demander aux gens de couper leurs pieds et leurs mains. C'est ça qui leur permet de survivre. C'est comme si les gens sont couchés sur le lit de l'hôpital, ils ne parviennent pas à respirer, ils ont besoin d'une bonbonne d'air, et vous venez leur demander de retirer cette bonbonne d'air pour vous satisfaire. Non. Ils vont continuer avec leur air parce que c'est ça qui leur permet de survivre. Le régime Biya ne peut pas retoucher le système électoral, ni le code même électoral. La loi électorale en elle-même, ils ne peuvent pas retoucher. Pensez à ça, c'est comme, c'est comme rêver. C'est comme les dessins animés de manga ou bien les histoires qu'on raconte dans la Bible, le Coran, partout là. C'est la même chose. C'est fantasmé. Le régime Biya ne peut pas changer ça. Et ils ne peuvent pas, c'est impossible. C'est impossible, ils ne peuvent pas. Alors il faut trouver une autre manière de faire. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous vous mettez réellement ensemble pour travailler main dans la main, les Camerounais ne vont pas changer leur façon de faire? Vous ne pensez pas? C'est la chose qui n'a jamais été faite jusqu'aujourd'hui au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, on voit les coalitions. Je vous dis, au Sénégal là, les manifestations que vous voyez là, il y a plusieurs partis politiques qui soutiennent Ousmane Sonko. Mais au Cameroun, c'est chacun qui veut montrer qu'il est. On a des députés qui sont devenus mannequins, comme Nouran Foster. Elle a tout fait. Ils ont fait leur truc comme ils ont fait. Ils sont allés à l'Assemblée nationale. Depuis qu'elle est à l'Assemblée nationale, elle ne peut pas vous donner un bilan. Impossible. Elle dit qu'elle fait partie d'un parti de l'opposition. Mais depuis qu'elle est à l'Assemblée nationale, sa page Facebook, c'est seulement pour faire la promotion de ses biscuits. Les biscuits qu'elle vend. Rien, elle ne fait rien. Rien du tout. Elle est devenue subitement mannequin. Elle se filme dans des tenues osées, à la plage, à ceci, cela, patati patata. Alors que vous regardez très bien Ousmane Sonko en tant que député, mais le monsieur était virulent. Quand vous regardez un député, même s'il est minoritaire à l'Assemblée nationale et qui pense réellement au bien du peuple, vous sentez, vous ressentez. Mais au Cameroun, les gens disent, je suis député de l'opposition. Regardez ce qu'ils font. Regardez à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Allez voir leurs réseaux sociaux. Ils ne communiquent pas, ils ne dialoguent pas. S'ils ne se filment pas en train de manger les chips, ceux qui sont en train de manger le soya en route, ils sont en train de voyager, ils sont en train d'aller à Dubaï, ils sont en train d'aller dans des belles villes, ils se filment dans les hôtels de luxe à travers le monde. Voilà le travail des députés au Cameroun. Hein? Une députée, effectivement, Jeanne, une députée qui passe son temps à faire la promotion des produits décapants, parce que c'est ce qu'elle vend. C'est pas possible. On va s'en sortir. C'est quand même... Et après, bon, moi, au final, je comprends la démobilisation des Camerounais. Hein. Au final, je comprends. Parce que s'il n'y a pas de fil conducteur, vous ne pouvez pas passer l'électricité quelque part. Impossible. Donc, vous ne pouvez pas dire que le peuple ne se lève pas, le peuple ne fait pas ci, le peuple ne fait pas ça.
Quand vous-même déjà, vous ne montrez pas l'exemple. Bonsoir encore à tous ceux qui sont connectés. Hein. Bonsoir. N'oubliez pas tapoter le live sur TikTok. Mettez les cœurs sur Facebook, je vous en prie. Vous m'aidez ainsi à protéger mes pages. C'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux, hein, mais c'est pas grave. Il faut tapoter seulement. C'est bien d'avoir peu de personnes qui écoutent au lieu d'avoir une panoplie de personnes qui ne comprennent rien. C'est quand même incroyable. On a des députés qui disent qu'ils sont des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, mais qui ne se battent pas corps et âme pour qu'on arrête la guerre qui se passe dans une partie du pays. Quel est l'apport de l'opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Rien. Ils ne sont que des figurants qui mangent l'argent du contribuable. Ils sont combien? Le RDPC, je crois, plus de 90% des députés à l'Assemblée nationale. Donc vous, les 10% là, vous servez à quoi? Sur 180 députés, vous n'êtes même pas 20. Vous servez donc à quoi? Le RDPC a tous les députés. Ils votent les lois qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et on a qui demandent déjà la parole sur TikTok là. Moi, j'accepte directement. Et je vais essayer de régler un peu le micro là pour que le son sorte bien. Alors, Patrick, bonsoir. Oui, on t'écoute. Oui. Oui. Oui, on t'écoute. Vas-y, parle, on t'écoute. Sauf que le Camerounais ne vit pas bien et ne mange pas bien. Le cadavre n'a pas peur de la mort. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Alors, ceux qui sont sur TikTok et qui veulent intervenir, envoyez simplement une demande. Hein. Envoyez simplement une demande et vous serez directement ajouté à l'écran. Bon, sur Facebook, je n'ai pas encore trouvé la bonne technique, mais on y travaille, on travaille. Il y a quelqu'un, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut vraiment prier, qu'il faut prier pour le Cameroun. Bon, comment est-ce que vous trouvez ce conseil? La personne m'a même conseillé d'aller à l'église prier. Oui, c'est même encore, même dans certains commentaires, là, quand j'ai parlé de cette histoire sur Facebook,
La personne m'a dit qu'il faut prier pour le Cameroun. On m'a même dit qu'il y a un pasteur qui a fait quoi? Qui a évangélisé sur le Cameroun, où il a eu une vision, ou je ne sais pas quoi. Donc vous voyez un peu à quel niveau les Africains sont. Donc pendant que les autres agissent, vous priez. Depuis que vous priez là, qu'est-ce qui a changé? Je ne comprends pas très bien cette affaire de prier. Parce que les Sénégalais là, ils sont plus croyants même que vous, hein. Mais à un moment donné, ils savent très bien que la prière là, ça n'apporte rien, il faut les actions. Là, la prière n'a jamais rien résolu comme problème. Les Africains ont transformé la prière en nécessité. Or, à l'origine, la prière était juste comme une forme de méditation, un peu comme quand tu fais le yoga. Soit tu te concentres, une forme de concentration pour libérer ton esprit, des ondes négatives et tout ça. Mais aujourd'hui, écoute, les Africains, la prière, j'ai même appris que la prière soigne les malades. Pourtant, il y a plein de malades dans les hôpitaux partout là. J'ai appris qu'il y a des gens, mais il y a un monsieur là au Nigeria, un grand pasteur là, où il était un grand pasteur. Bon, bref, les malhonnêtes féman là. C'est un fait bien organisé, hein. La religion, c'est la seule entreprise qui vous vend un produit qui n'existe pas. On vous vend quelque chose qui n'existe pas et vous achetez tous les jours, vous êtes dedans. C'est-à-dire c'est le plus grand commerce de la planète. Le seul commerce qui n'a pas de produit. Ils ont seulement leur marketing qu'ils ont bien ficelé. Paradis, enfer, c'est tout. On te menace de l'enfer, on te promet le paradis. Ça n'existe nulle part. C'est un peu comme si on te dit que donne-moi ton argent. Je m'en vais multiplier. Ensuite, je vais venir te donner. Ou alors, donne-moi ton argent. Je m'en vais. Et toi, comme tu m'as donné tout ton argent, tu vas vivre éternellement ou bien tu vas aller au paradis ou je ne sais pas trop quoi. On vous promet des fantasmes. Et en même temps, on vous menace que si vous posez des questions, vous allez brûler dans les flammes de l'enfer, vous allez faire ceci. Mais ceux-là qui vous disent là, ils sont déjà morts pour revenir. Je ne comprends pas. Le plus grand fait qui existe sur cette planète. Et lorsque tu parles de ça, sur les réseaux sociaux, on te bloque. Au Mali, au Burkina, au Soudan, partout, les gens se battent pour leur liberté. Mais on dit, mais attendez un peu, chez nous là, c'est que la prière. Je vous parlais donc de ce pasteur nigérian là. Oh, il soignait les gens. On disait qu'il soigne les gens. Les gens quittaient partout, de tous les pays pour aller. Et ces personnes qui voyageaient n'ont jamais vu la guérison, hein. Je vous parle parce que j'en connais au Cameroun. Quand j'étais encore au Cameroun, il y a des gens qui sont partis. Quand ils partent acheter l'eau sainte ou c'est quoi au Nigeria. Tibi Joshua. Il fallait voir, le gars avec sa télévision, la propagande de ça, il avait des milliers, des milliers, des milliers de fidèles de par le monde. Les gens sont là, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, la chakara, bata, chakara, pam, 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 chakara, pam, 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 chakara. Le monsieur, il a eu un petit problème, où c'était, voilà, il est mort lui, sa chose. Mais il ne pouvait pas se soigner, ou alors il n'a pas vu sa maladie venir. Il voit pour les autres, mais il ne voit pas pour lui-même, comme les marabouts, quoi. Est-ce que vous savez que ces affaires de religion, nouvelles religions réveillées, tous ces trucs-là, en fait, c'est juste le high level des maraboutages. Des marabouts qui voient toujours les problèmes des gens, mais jamais leurs propres problèmes. Quelle est la différence? Le marabout lui-même, au moins, le gars te vend certains faux produits, les écorces d'arbres. Mais eux, les passés, ils vous vendent rien. Ils vous vendent le rêve. Et vous passez votre vie dans le rêve. Et pendant ce temps, ce sont eux qui sont les plus grands milliardaires, millionnaires, milliardaires. Ils accumulent votre argent, mais ils vous disent que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est pour eux. Eux-mêmes, quand tu les vois, ils vivent dans une opacité pas possible. Ils ont là, Tibi Joshua avait toutes les voitures qu'on pouvait imaginer dans son parking. Les meilleures voitures de luxe dans son parking. Il fait quoi avec? N'est-ce pas, ils se disent que c'est mieux d'être pauvre? Les gars, ils font du marketing sur vous. Ils vous jouent sur ce qu'on appelle la loi de proportionnalité. Plus vous êtes nombreux, plus vous allez apporter de l'argent à leur église. C'est comme ça fonctionne.
Imaginez un pasteur comme celui du Kenya qui a fait tuer les gens, qui a 6000 fidèles. Celui du Kenya avait 6000 fidèles. Tibi Joshua en avait beaucoup plus. Celui du Kenya avait 6000 fidèles. Et il faisait la messe, les prières de délivrance et les prières de ceci presque tous les jours de la semaine. Donc, imaginez qu'il y a 3 sessions. 6000 fidèles. Et qu'à chaque session, parmi les 6000 fidèles, il y a au moins 1000 qui donnent la dîme. C'est-à-dire, les gars donnent peut-être 10 francs ou 100 francs, par exemple. Ça veut dire qu'à chaque session, le BOM vous soutient au moins 100 000 francs. Et les gars font les messes tous les jours. Donc ça veut dire que si vous êtes nombreux, vous êtes 6000 fidèles là, et les gars, le gars réunissait les gens, ils étaient pleins dans la forêt et les gens donnaient l'argent à chaque fois. Donc 100 francs que vous donnez fois 1000, ça fait 100 000. Chaque session 100 000. Chaque session 100 000 en une semaine, il a c'est 700 000 francs. Et quand je vous dis 100 francs, c'est-à-dire c'est le strict minimum. Il y a des gens qui donnent les 1000 francs, les 10 000, les machins. Donc chaque session de prière, il a au moins 100 000 francs chaque jour. Il vit de vos efforts. Et il sait que s'il te prend 100 francs, il ne prend pas beaucoup, mais il prend tous les jours, tout le temps. Il vit de vos efforts. Vous ne faites que donner tous les jours, vous donnez 100 francs à l'église, tous les jours vous donnez 100 francs, vous simplifiez. Mais eux, en marketing, nous, on nous a appris qu'on ne simplifie pas le nombre. C'est comme ça que les Chinois vivent. Le Chinois préfère vendre 1 million de produits et gagner 1 franc au lieu de vendre 1000 produits pour gagner 1000 francs. Lui, il sait qu'il va vendre 1 million de produits. Il va gagner, il va gagner 10 francs. Il aura gagné plus que toi qui vend 1000 produits seulement et qui gagne 1000 francs. Il va vendre 1 million de produits, il gagne 10 francs. Il vend 1 million, il gagne 10 francs. Il vend plus que toi chaque jour parce qu'il vend très moins cher et il a décidé de gagner 10 francs. Toi qui as décidé de gagner 1000 francs là, tu dis que mais le Chinois là, il fait même comment? Il vend, il produit, il vend, il produit. Plus il produit, plus il vend, plus il a la clientèle, plus il vend. Toi qui vends cher, tu ne vends pas beaucoup. C'est rare. Pour vendre même 1000 produits, c'est dur pour avoir les 1 million. Or, le Chinois, en un temps de record, il peut vendre même 10 millions. Le même produit que toi. C'est la loi de proportionnalité. En fait, la loi des 10%, c'est-à-dire il gagne beaucoup. Il gagne. Il sait que même s'il fait n'importe comment, il fait son marketing, sa promotion. Il a 300 personnes qui viennent le visiter, il aura au moins 30, la loi du 10%, il aura au moins 30 qui seront des clients fidèles. Donc, il tape sur le nombre. Et c'est ce que ces pasteurs-là vous font aussi. Ils tapent sur le nombre. Plus un pasteur a des fidèles, plus il a des revenus. C'est un peu comme les systèmes de Ponzi dans les affaires que l'IEP Limal vous a amené là. Plus il a des fidèles, plus il a des revenus. C'est sur ça qu'il vous tape. Et ils vivent sur votre dos tous les jours que Dieu a créé. Ils se construisent une vie, des maisons, des machins, juste parce qu'ils parlent bien. Ils ouvrent un livre. Ils vous vendent le paradis, ils vous menacent avec l'enfer. Ils vous vendent des produits qui n'existent pas. Mais ils vous demandent de croire sans avoir vu. Voilà comment vous devenez Ndumkov au point où il y a un problème grave dans votre pays. On vous dit que voilà un grand-père qui est à la tête du pays depuis des années, il ne fout rien. Vous êtes là, vous souffrez, mais vous dites qu'il faut prier. Comme la vidéo de la mère que j'ai vue là, elle dit que depuis qu'elle part à l'église, elle a prié et elle a toujours l'espoir que son fils va devenir footballeur professionnel. Le pasteur avait prédit. Celui-là, il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après avoir escroqué tout le monde au Cameroun, il a fui, il allait se cacher en Côte d'Ivoire. Dieu ne dort qu'Amdem. Dieu ne dort qu'Amdem. Il a escroqué au Cameroun. Les fidèles le cherchent avec la machette. Il allait se cacher en Côte d'Ivoire. Il avait prédit que le fils d'une grand-mère là devait être footballeur professionnel. Qu'il avait prédit. Il a prédit. La grand-mère là a donné l'argent à l'église tous les jours, tous les jours. Quand tu vois la grand-mère, elle a le cabas. Elle est fatiguée, elle n'a plus rien, mais elle ne faisait que donner l'argent à l'église. Elle ne faisait que dire, ouais, mon fils va être... Son fils a eu 40 ans, 45 ans. Il n'a jamais été footballeur. Mais elle ne faisait qu'avoir l'espoir que son fils sera footballeur professionnel. Elle dit que, mais grand-mère, ton fils a 40 ans. Elle dit que le pasteur a prophétisé. Mais vous ne voyez pas que les gens sont devenus fous. Et donc, on vous dit, je parle sur TikTok aussi, Josiane. Je parle aussi sur TikTok. Je parle sur TikTok. Je suis en même temps sur TikTok.
Et donc, on vous dit que voilà, il faut prier pour que les choses changent au Cameroun. Il ne faut pas renverser Biya. Non, il faut prier. Vous priez alors sur quoi? Vous priez pour que Biya daille ou bien vous priez pour quoi? Moi, je ne comprends pas. Hmm? Vous priez donc pourquoi? Vous priez pour le Cameroun et vous souffrez comme vous souffrez là. Hmm? Donc, on est en train de parler des affaires sérieuses qui touchent la population au plus haut point. Les gens viennent dire il faut prier pour le Cameroun. Il faut prier. Mais dans ce cas, les Sénégalais devaient être tous dans les mosquées. Hein. Mais ce n'est pas ce que je vois. Dans ce cas, je ne sais pas. Demandez à tous les militaires qui sont au front là d'aller à l'église hein, pour que le problème du Cameroun soit résolu. Comme ça, ils n'auront plus à aller se faire tuer sauvagement. Hein? Les militaires qui sont au front partout là. Si la prière résolvait des problèmes, des conflits et consorts. Mais ce qu'on ne fabrique pas les armes à feu, il suffit juste de prier, il suffit d'avoir la foi et les problèmes sont résolus. La famine finit dans le monde et tout ça. Il faut prier. Déjà que vous êtes incapable de réfléchir et d'avoir du discernement, réfléchir en disant, mais quel est ce Dieu qui nous dit qu'il faut prier pour résoudre nos problèmes? Mais pourquoi est-ce qu'il nous a donc créés s'il ne peut pas prendre soin de nous? Il nous crée et il nous oblige à prier pour avoir des problèmes résolus. Et même quand on prie, les problèmes ne se résolvent pas. Il faut travailler pour que ça se résolve. On nous présente un Dieu qui est assis sur une table, il est en train de jouer aux échecs ou bien aux damiers avec son ami Satan. On dit priez, 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 ça va aller, priez, ça va aller. Tu pries toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Rien ne va. Mais tu continues de prier et tu continues d'apprendre à tes enfants à prier. Quand même. Quand même. Le problème du Cameroun n'est pas une affaire de spiritualité ou de quoi que ce soit. Le problème, c'est que le Cameroun est devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est ça, le problème du Cameroun. Il n'y a qu'à voir même les créateurs du contenu camerounais. Il n'y a qu'à voir. Montrez-moi un seul créateur de contenu camerounais qui est intelligent. Un seul. Montrez-moi un seul créateur de contenu camerounais qui est intelligent. Bon, quand je dis un seul quand même, c'est quand même trop dire. Peut-être il y a un ou deux. Sur des milliers de créateurs de contenu camerounais. C'est-à-dire, je parle de ceux que vous appelez influenceurs, là, les comédiens, tous ces gens-là. Je ne parle pas des personnes politiques, des personnalités politiques ou des activistes comme moi, par exemple. Non, moi, non, je nous mets de côté. Nous ne sommes pas des influenceurs à proprement dit. Nous sommes des activistes, des éveilleurs de conscience. Moi, je parle des gens qui font les vidéos tous les jours que Dieu a créé. Là, ils font des vidéos pour faire rire, des vidéos bizarres, bizarres, bizarres. Montrez-moi un d'entre eux. Je vous prends l'exemple du chanteur Malox. Lorsqu'on a lancé le boycott de Orange et MTN, le bon monsieur sort, il nous dit que nous sommes tous bêtes, que ça ne va pas marcher. Il faut s'attaquer directement à l'agence de régulation des télécommunications. Mais il oublie de dire aux gens que... le Camerounais qui achète son crédit de communication, il n'achète pas à l'ART, il achète à Orange et MTN. Et le produit lui est vendu par Orange et MTN. Donc s'il a une revendication à faire, c'est directement vers Orange et MTN. C'est un peu comme si tu me dis que j'achète un habit chez toi et l'habit ne me va pas. Au lieu de partir à la boutique où j'ai acheté, je vais aller me plaindre en Chine, là où le gars est parti acheter l'habit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Ou bien je vais aller me plaindre, je ne sais pas, au gouvernement, disant que ouais, j'ai acheté un habit dans une boutique et ça ne me suffit pas. Non. Tu boycottes, tu gères directement avec la boutique. C'est le rapport direct de client à vendeur. C'est le rapport direct. Mais le gars sort, il crie. Waouh, waouh, ça ne va pas marcher. Waouh, 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 waouh. Nous, on a continué. Et puis, directement, les gars ont cédé. Ils ont commencé à changer petit à petit. Petit à petit. Et quelques jours plus tard, on se rend compte que le gars, en réalité, était une égérie de MTN. Donc, vous voyez qu'ils ne sont même pas intelligents. Ils voient que le peuple camerounais qui suit ces musiques est en train de se plaindre d'un problème de connexion, de la cherté du crédit,
de communication, du mauvais service, il trouve quand même le moyen d'aller s'afficher avec MTN. Alors que le peuple camerounais a besoin c'est-à-dire, le peuple camerounais a besoin de la connexion Internet pour le suivre. Le peuple camerounais se plaint donc de la cherté d'Internet. Lui, en tant qu'artiste, au lieu de se ranger du côté du peuple camerounais, il commence plutôt à les décourager. Il commence à tirer même sur les gens qui ont initié un mouvement de boycott afin de pouvoir permettre au peuple camerounais d'avoir des meilleurs services pour pouvoir le suivre, pour pouvoir suivre ses musiques, pour pouvoir l'écouter. Parce qu'il ne réfléchit pas que si le crédit de communication est moins cher, beaucoup plus de Camerounais auront accès à ce crédit de communication et donc à la connexion Internet et donc à son contenu. Vous voyez un peu? Non, le gars commence à montrer qu'il est trop intelligent pour finalement aller faire la campagne de MTN. Donc, il part faire la campagne de ceux qui sont en train de torturer ses followers. Il part faire la campagne de ceux qui sont en train de torturer ses fans. Mais si ces followers et ces fans-là n'achètent plus le crédit, qui va encore te suivre? Vous voyez donc qu'à la fin, on se rend compte que mais ils n'ont rien dans la tête. Il y a un autre là qui dit qu'il est un moustique très charismatique là, dans la bêtise, bien évidemment. Qui se met à faire des sorties. Et après, on se rend compte que lui aussi, il est égérie de ces mêmes opérateurs de télécommunications. Donc, il n'y a personne d'entre eux qui est intelligent. Ils ne réfléchissent pas. C'est ça. Et c'est vraiment dommage. Donc, je fais juste ça pour faire un peu le rapprochement avec cette histoire de politique, religion et consorts. Les gens sont tous fous au Cameroun. Les gens sont tous paplés. Il y a très peu de personnes qui réfléchissent encore. On est en train de parler de la mauvaise gestion d'un pays, de la longévité négative au pouvoir de certains individus. L'autre vient nous sortir les affaires de « il faut que telle communauté rentre chez eux ». Ils nous mettent le tribalisme sur la place publique. Personne ne s'interroge sur le bilan de ceux qui sont au pouvoir depuis. Personne n'interroge sur le bilan. Ils viennent nous parler des affaires de terre. Non, vous avez trop acheté les terres à Yaoundé. Vous avez trop acheté les terres à Douala. Il faut que vous rentrez chez vous à l'ouest. Il faut que vous rentrez chez vous au nord. Il faut que vous rentrez chez vous à la Damawa. Parce que vous avez trop acheté les terres. Vous avez trop acheté les terres. Les gens vous ont forcé à vendre vos terres. Ou bien vous êtes parti acheter au nord, on a refusé de vous vendre. Personne n'interroge sur le bilan. Et vous voyez que même ceux qu'on appelle les intellectuels là sont en réalité vraiment... On ne comprend pas. Le Cameroun est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et c'est lamentable. Il y en a qui me demandent mais pourquoi je fais le direct sur la page ici. Je fais le direct sur la grande messe Facebook parce que mes autres pages sont actuellement bloquées. Donc je vous invite à vous abonner là. Il y a un réel problème dans notre pays. On n'a pas besoin de prière pour résoudre ces problèmes. On a besoin d'action. Et moi, j'ai dispatché un peu les responsabilités. Quand on vient vous dire, il faut que Biya se présente à l'élection présidentielle de 2025. Avant de vous dire ça, il faut déjà que Biya présente un bilan positif. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que Biya doit être candidat. On accepte les candidats que ceux qui ont eu des réalisations positives dans un pays. Merci de tapoter le live sur TikTok. Merci d'envoyer les cœurs sur Facebook, s'il vous plaît. Parce que si quelqu'un est au pouvoir, même si c'est un seul mandat, il revient demander votre suffrage sans que vous ne lui demandez de présenter son bilan. Ça veut dire que mais vous êtes des Dumkov, tout simplement. C'est comme si quelqu'un te doit de l'argent. Il devait te rembourser l'argent à la fin du mois. À la fin du mois, il vient, il te dit que bon, prête-moi encore de l'argent. Et toi aussi, tu lui prêtes de l'argent. Tu ne lui demandes pas que, mais où est l'argent que je t'avais d'abord prêté hier? Où est l'argent que je t'avais d'abord donné hier?
Tu lui donnes encore. Il part, il finit, il revient encore à la fin, il te dit, je veux encore. Tu sors encore, tu lui donnes sans interroger sur ce que tu lui avais déjà donné. C'est ce qui se passe au Cameroun. Biya n'a jamais présenté son bilan. Je vous jure, vous qui êtes là, sur TikTok, sur Facebook, partout, montrez-moi une seule vidéo où Biya a présenté son bilan au peuple camerounais. Ça n'existe pas. Chaque année, il va venir vous raconter comment est-ce qu'il a créé 500 000 emplois. C'est un mot, un chiffre fétiche pour lui, c'est un nombre. C'est-à-dire, c'est quelque chose de inné chez lui. Il crée 500 000 emplois chaque année. Pas de bilan sur la gestion du pétrole, pas de bilan sur la gestion de l'or, pas de bilan sur la gestion des diamants. Je vous rappelle qu'en 2011 au Cameroun, on a découvert à l'est du Cameroun l'un des plus gros gisements de diamants jamais découverts sur cette planète, à l'est du Cameroun. Et ce gisement est exploité par une société coréenne depuis. Il n'y a jamais eu de bilan. Pas de bilan. Paul Biya ne vous dit pas, il ne vous dit pas ce qu'on fait de l'argent qui ressort de l'exploitation de ce diamant. Pas de bilan. L'or est exploité au Cameroun depuis des décennies. Pas de bilan sur la gestion de l'or. Le pétrole, alors, n'en parlons plus. Celui qui est président de la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures, c'est-à-dire ceux qui sont censés gérer les transactions pétrolières et consorts au Cameroun, il est président de la SNH depuis l'époque de Mathusalem. Il est déjà vieux, fatigué. Où il s'appelle, c'est qui Moudi, il est déjà vieux, il est affini, mais il est là. Il n'a plus toute sa tête. Il faut l'accompagner quand il marche. Mais comment est-ce que quelqu'un comme ça peut être le directeur d'une société aussi importante que la Société Nationale des Hydrocarbures? Mais il est là. Il ne peut plus rien, même essuyer ses lasses, il ne peut plus. Il ne peut plus marcher lui-même. Mais il fait comment pour être à la tête d'une société aussi importante pour un pays? Biya, le pétrole, Biya n'a jamais rendu compte de la gestion du pétrole du Cameroun depuis plus de 40 ans qu'on exploite, plus de 50 ans qu'on exploite le pétrole du Cameroun. Biya n'a jamais, disons, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 1982, Biya n'a jamais rendu compte de la gestion du pétrole. Jamais. Jamais rendu compte de la gestion des mines. Montrez-moi, je vous mets au défi, montrez-moi une seule vidéo. Mais on nous explique que, voilà, Biya doit être le président au Cameroun jusqu'à. Et que s'il arrête d'être président, ce sera la pagaille. On menace les Camerounais. Mais les gens vous menacent. Les gens, ils vous menacent, ces gens qui sont au pouvoir. Ils vous menacent. Ils vous disent que Biya est le seul. Donc quand ils disent Biya est le seul garant de la stabilité au Cameroun, c'est une menace. C'est pour vous dire que si Biya n'est plus là, ils vont vous faire ça dur. C'est ça. Vous pensez que c'est quoi d'autre? Comment des gens qui savent très bien que Biya peut mourir du jour au lendemain, vous dites que le type que vous voyez là, c'est le seul garant. Donc, arrangez-vous à ce qu'il soit toujours là où il est. Sinon, c'est ça. C'est ce qu'ils vous disent. Subtilement. Ils vous renseignent que c'est Biya qui les retient. Sinon, ils vont vous zigouiller. Mais comment vous pouvez vous faire menacer comme ça, subtilement, et vous acceptez? Et demain, ils vont vous imposer un autre Biya, qui est certainement le fils. Mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, ils savent ce qu'ils font. En maintenant Biya là où il est là, Biya père, ils savent qu'ils sont en train de préparer la place de Biya fils. Vous pensez que c'est parce que l'autre s'appelle Franck, l'autre s'appelle Paul que ça change quoi? C'était où Biya?
Biya, c'est Biya. Ils vous disent que Biya, ce n'est que le nom Biya qui sera au pouvoir au Cameroun. Que tentez un peu de changer le nom Biya au Cameroun, vous allez voir. C'est ce qu'ils vous disent. Donc, ils préparent vos esprits. Ils vous préparent en disant, il n'y a que Biya qui sera président au Cameroun. Les gens sont nés. Les gens sont nés. Ils ont grandi. Ils sont devenus grands-pères. Ils connaissent seulement un seul président. Ya. Wombo. Et après, c'est les Camerounais qui sont forts pour aller parler des problèmes des gens. Mettre leur bouche dans les problèmes des gens. Après, dire qu'ils sont le continent. Massa. Tous les jours, ils rappellent aux gens, un continent, je suis le continent. Mais un roi qui se sent obligé de rappeler chaque fois qu'il est roi, ça veut dire qu'il doute lui-même de sa royauté. Donc chaque fois quand vous arrivez ailleurs, vous dites, je suis Camerounais, hein, nous sommes les continents, hein, nous sommes les... Ça veut dire que toi-même qui dis là, tu n'es pas rassuré de ce que tu dis. Tu doutes de ça, c'est pour ça que tu te sens obligé de rappeler ça aux gens. Sinon, ce sont les gens qui constatent. À l'époque, en Afrique, je me rappelle, quand on parlait du Cameroun, les gens disaient yes. Je me rappelle bien, quand on parlait du Cameroun sur des chaînes de télévision ailleurs, les gens disaient yes, Cameroun, c'est un pays. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu la risée de tout le monde. Ici, en Europe, quand tu arrives dans la communauté africaine, tu dis je suis Camerounais. Le pays sale là. J'étais au Cameroun dernièrement. L'autre te dit que Cameroun, je suis parti au Cameroun, j'ai fait une semaine à l'eau, il n'y avait pas d'électricité. C'est terrible. Et les gens sont quand même là, au calme, ils trouvent que c'est logique, c'est normal de vivre dans l'obscurité, dans le noir. Quelqu'un te dit que merde, tu fais 300 km en 6 heures de temps, 6 heures de temps, 300 km. Et comme ça là, pour relier deux grandes villes du pays, hein, Yaoundé et Bafoussam, bien Bafoussam, Douala. 6 heures de temps, 300 km. Mais, 6 heures même, c'est petit. Il y a des zones au Cameroun où pour faire 20 km, les gens font 2 semaines. Au sud de Cameroun, la région natale de Paul Biya. La route à comme 2, Kribi. Les gens font 2 semaines en route pour parcourir, c'est 30 km, excusez-moi, 30 km. Je ne sais plus trop, c'est ça. Mais sinon, je sais que ça n'atteint pas 50 km. Les gens font 2 semaines en route. Il y a un pater là dans la vidéo qui dit qu'il transportait où c'était le plantain, où c'était la banane. La banane où c'était le plantain, c'était encore vert. Il n'était même pas encore arrivé dans l'autre ville, que ça avait déjà mûri jusqu'à sa pourrisse. Tellement il est resté en route. Et il faut voir même les voitures même qui amènent les gens là-bas. Les OPEP là, on charge les gens jusqu'on les met même sur le toit de la voiture. On les met sur le toit de la voiture, on les met dans la malle arrière. On charge les plantains, les oignons, les machins sur la voiture. Vous voyez comment la voiture pèse tellement qu'elle roule à 2 à l'heure. Même la tortue va vite. Au Cameroun. Et là, je vous parle des zones reculées. Allez-y au centre-ville du Cameroun même. Je ne sais pas si je vais même retrouver la vidéo là. Est-ce que je vais pouvoir retrouver cette vidéo là? Ah oui, là voici. C'est le marché Fundi à Yaoundé. Excusez-moi. C'est le marché Fundi à Yaoundé. Donc je vais mettre le volume. Peut-être que ça va faire un gros effort pour que chacun voit. C'est le marché Fundi. C'est le marché Fundi à Yaoundé. Oh, je ne sais pas comment. Oh, c'est pour ça que j'aime utiliser mes logiciels là. J'allais vous montrer. C'est-à-dire l'eau partout. L'eau partout. Attendez, je vais éteindre ici. Peut-être comme ça vous pouvez voir. Non, vous ne pouvez pas voir. C'est trop...
C'est trop sombre. Marché Fundi à Yaoundé, en plein centre-ville. C'est chaud. On vous dit que, mais comment on fait pour avoir autant d'inondations en plein centre-ville à Yaoundé? Les gens disent que ouais, on va faire comment? Excusez-moi un peu, il y a mon flashlight là me crée des petits soucis là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je vais gérer ça plus tard. Moi, je sais pas vraiment ce que ça ne va pas. Moi, j'ai toujours les petits problèmes comme ça là parfois quand je fais le live. Il y a certaines choses qui commencent à déranger. En plein centre-ville, je vais vous poster la vidéo là tout à l'heure. Je pense que Karine a même posté ça sur sa page. Inondation, le marché est plein de boue. C'est parce que vous ne pouvez pas voir, c'est tellement moche. C'est tellement laid et moche à voir, plein de boue. La boue, en plein centre-ville à Yaoundé, la capitale politique. 40 ans au pouvoir, zéro bilan. Mais les gens disent quand même que non, il faut qu'il soit encore machin. Alors, demandez à rejoindre le live sur TikTok si vous voulez intervenir. Demandez tout simplement à rejoindre le live. Et n'oubliez pas, tapotez, 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 s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, 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 je vous en prie. Mettez les cœurs. Ok. Bon, toi, je sais pas c'est quoi ton problème, hein? S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, tapotez juste l'écran sur TikTok parce que... Ah, voilà, le voilà. Ah bon. Vous envoyez juste la demande, hein? Envoyez juste la demande. Qu'est-ce que vous dites sur Facebook là? Parce que j'aime suivre souvent un peu vos petits commentaires là. Oh my God. Hein? Il n'y a personne qui veut intervenir? Donc vous aimez seulement regarder, mais vous ne voulez pas parler aujourd'hui? Moi, je veux même les contradicteurs, hein, parce que je n'aime pas trop parler comme si j'ai trop raison. Est-ce que quelqu'un peut venir nous expliquer pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut venir nous expliquer pourquoi est-ce que on devrait accepter même que Biya dépose encore une candidature en 2025? Est-ce que Biya aura 92 ans en 2025? Et à 92 ans, un homme, normalement, est incapable même de faire des choses de lui-même. Combien de fois gérer un pays? À 92 ans, même l'aptitude physique est complètement réduite. À 92 ans, même l'aptitude morale, intellectuelle est complètement réduite. Parfois, à 92 ans, quelqu'un fait quelque chose, là, aujourd'hui, demain tu lui dis tu as fait ça, il dit tu es sûr? Non, je ne pense pas, je n'ai pas fait. C'est-à-dire que à 92 ans, qu'est-ce que quelqu'un peut vous apporter? Est-ce que vous pouvez monter dans le véhicule de quelqu'un qui a 92 ans au volant? C'est-à-dire que on vous dit que le chauffeur a 92 ans, vous montez dans le bus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Max. Je suis d'accord avec vous qu'à cet âge-là, je ne sais pas comment on peut encore gouverner un pays comme le Cameroun à cet âge-là. Donc, pour moi, il va falloir changer les mentalités. Et c'est la base de changer la mentalité de tout le monde. Tout le monde doit changer de mentalité parce que ce n'est pas au niveau du... C'est pas le président, hein, c'est tout ce qui entoure le président. Et même, j'ai l'impression que les mentalités de la plupart des Camerounais ont changé. Ce n'est plus le Cameroun que moi j'ai laissé dans les années 90. C'est devenu autre chose. Ça me fait vraiment peur, ce Cameroun-là. Ça me fait peur. Moi, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous change de mentalité. Ouais, c'est ça. Mais comment changer de mentalité comme ça?
La mentalité fait par l'éducation, c'est l'éducation hein, qui fait changer les mentalités des gens. C'est pour ça que je dis que nous, les anciens Camerounais là, les anciens yéyés comme nous là, on ne peut plus changer de mentalité. Nous sommes tous fous. Mais ce sont nos enfants plutôt qu'on pourra éduquer autrement. Bien sûr. Et pour ça, il faudrait pour ça un système éducatif approprié. Oui, mais pour ça, qui va apporter, qui sera en face, qui va faire ça? Ça va continuer comme ça dans l'anarchie, ça ne fait que se dégrader. Même le peu que moi je suis parti du Cameroun en 90, mon dernier séjour au Cameroun c'était en 1999, hein, en 1999, mais c'est grâce aux réseaux sociaux que je vois ce qui se passe. Ça fait peur quand même, ça s'est beaucoup dégradé. Oui. Le Cameroun régresse au lieu de progresser. Oui, exactement. C'est triste. C'est triste. Alors, le goût C'est du... juste un constat. Moi, je vous suis, vous tous, là, je vous suis, vous tous les combattants. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ne sais pas. On continue dans la sensibilisation. Alors, Bon courage. merci beaucoup. Merci Jenny. Alors, le goût du miel. On t'écoute, le goût du miel. Bonsoir Max. Bonsoir. Si je monte là, c'est pour répondre à la question comment changer les mentalités. Je pense que c'est en sensibilisant la jeunesse, en conscientisant la jeunesse. Je viens de dire là que vous êtes des yéyés et vous avez atteint un niveau où il faut entrer derrière et tenir la main de la jeunesse. Nous constatons ensemble que plein de jeunes sont en train de s'embrouiller dans des inutilités. Et puis on ne se focalise pas sur la chose. Quand je regarde aujourd'hui, il y a plein de Chinois qui inondent les villes, qui inondent les pays, les capitales. Mais regarde les Africains. Là sur TikTok, tu vas regarder, si tu vois un seul Camerounais ou un seul Africain qui est en train de se préoccuper sur sa nation. Un seul. Qui se pose des questions. On est toujours là, tu pars sur 100 vidéos qui sont présentées. 97, ce sont les filles qui sont en train de tourner les fesses et tout. Donc on est dans une précarité absolue, précarité mentale même. Il faut déjà j'aimerais bien que vous essayez aussi de faire souvent des lives qui vont aller dans le sens de la jeunesse, qui va orienter la jeunesse. Ça c'est un gros problème. Ça c'est mon humble avis. Merci beaucoup le goût du miel, merci pour ton intervention. Effectivement, j'ai parlé de ce phénomène-là tout en déconstruisant l'argumentaire d'un créateur de contenu là, il s'appelle encore comment là, investi en Afrique, Philippe Simo, je crois, oui, Philippe Simo, oui, merci, qui disait que TikTok abrutit les Africains. Je lui ai dit, mais, j'ai dit, mais, what the hell? TikTok abrutit les Africains avec quoi? Ce sont les Africains qui utilisent TikTok pour s'abrutir. Parce que ce n'est pas TikTok qui crée le contenu. C'est vous qui créez le contenu. Donc, si 90% du contenu que vous créez, c'est du contenu à caractère bizarre, comme ce que vous venez de présenter, c'est ce que TikTok va diffuser. Malheureusement, si vous créez du contenu productif, constructif, intellectuel, et qu'il n'y a pas de contenu bizarre, ou alors que le contenu bizarre est trop à 1%, mais TikTok, lorsque vous allez scroller, vous ne verrez que du contenu populaire, c'est-à-dire le contenu intellectuel, productif, constructif et consort. C'est donc, ce n'est pas TikTok le problème, mais c'est ceux qui créent le contenu qui est le problème. Et ce n'est pas seulement TikTok. Le problème, c'est que TikTok est devenu très populaire. Il y a Instagram, mais Instagram, c'est la folie. Il n'y a rien sur TikTok. Moi, j'ai mené ma petite enquête. Instagram, c'est la folie. Même sur Facebook, des réels Facebook, l'autre jour, j'étais en train de regarder un peu comment mes réels se comportent sur mes pages Facebook, malgré le fait que c'est restreint, donc je voyais un peu le rapport. Et je scrolle une vidéo, je vois
des filles qui se dénudent, qui montrent les fesses, tout ça. Facebook même réel, les réels Facebook là. Parce que Facebook est associé à Instagram. Donc lorsqu'elle poste sur Instagram, ça diffuse aussi sur Facebook, tu vois un peu. Et du coup, mais Instagram, c'est la magie. Il n'y a rien sur TikTok, mon gars. Il n'y a rien sur TikTok. Et tout ça à cause de ce qu'on appelle la monétisation. Et ce phénomène prospère depuis que ces réseaux sociaux ont commencé à monétiser du contenu. Et étant donné que les gens n'ont rien dans la tête, surtout la jeunesse africaine à cause du manque d'éducation, ils se mettent à produire du n'importe quoi juste parce que, bon, il faut mettre une vidéo pour avoir. Et quand on n'a pas les idées, on dénude, on se dénude, on montre son corps. Les autres vont faire des pranks, le prank et tout ça. Si quelqu'un attrape la crise cardiaque, tu vas dire quoi? Donc, n'accusez pas les réseaux sociaux. Essayez de vous remettre en question. Quel est le contenu que vous produisez sur les réseaux sociaux? Par exemple, moi, pourquoi est-ce que je ne me dénude pas? Ou alors, pourquoi est-ce que je ne fais pas les pranks? Ou je ne fais pas des vidéos où je me goinfre comme un cocorico, par exemple? Pourquoi est-ce que je produis du contenu éducatif, sensibilisation et tout ça? Eh bien, parce que j'ai choisi de le faire. Et que j'ai quelque chose dans la tête qui me permet de le faire. Si tout le monde fait comme moi, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire à 100%, mais si 95% des personnes qui créent le contenu en Afrique font un peu comme moi là, à quel moment est-ce que vous allez tomber sur du contenu pornographique par exemple? Ça ne va pas exister. Donc on ne se plaint pas de TikTok, mais on se plaint du contenu que les Africains créent en majorité. Les jeunes filles africaines aujourd'hui sont devenues toutes des stripteaseuses. Toutes, sans exception. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques exceptions. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir pour te dire que il faut réellement qu'on éduque notre jeunesse. Sinon, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas le faire, vraiment. J'utilisais TikTok pas pour mon ami, mais pour prouver, pour illustrer mon exemple, que ça soit vu aux yeux de tout le monde. Puisqu'il y a un grand nombre de personnes qui utilisent TikTok et voient comment ces choses-là se passent là-bas. Il y a le Django en Afrique qui est devenu le pays. Nos influenceurs et influenceuses là, c'est très compliqué. Je vais te prendre un concept, celui de cool blanc et cola sucré. Tu vois seulement son système, sa manière de faire, ça abrutit. Il y a plein de jeunes qui se lancent là. Et pour s'y lancer, qui veulent imiter ce monsieur, au fait, sa manière de faire, doivent déjà adopter un caractère qui n'est pas social. Il y a plein de choses que ces influenceurs-là sont en train de faire. Et les enfants sont derrière en train de voir. Ils évoluent avec ça. Pour eux, c'est une norme. C'est une norme. C'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'on ne vérifie pas ce qui est balancé sur les réseaux sociaux. Notre gouvernement ne s'occupe vraiment pas de ça. Si déjà ça peut te faire gagner ton pain quotidien, c'est bon. Voilà, merci beaucoup le goût du miel, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Il y a des gens qui disaient qu'on ne me suivait pas bien. Bon, il y a quelqu'un qui demande que, son nom c'est quoi? Hey tout le monde. Il dit que toi tu as quoi dans la tête parce que tu vis à Londres ou je ne sais quoi. Je te connais très bien. Ben écoute, si tu me connais ou si tu ne me connais pas, je ne sais pas. Demande tout simplement et viens intervenir. Et comme ça, on essaye de comparer ce qu'on a dans la tête. Tu ne trouves pas que c'est mieux que de laisser un commentaire aussi stupide? Lorsque tu veux démontrer que quelqu'un n'a rien dans la tête et quelqu'un est en train de parler, c'est-à-dire que tu viens, tu insultes toutes les personnes qui suivent le live actuellement, les plus de 40 et poussières de personnes qui suivent le live, en disant qu'ils sont en train de suivre quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Parce que lorsque vous faites souvent des commentaires, vous ne réfléchissez pas effectivement parce qu'il y a un problème. Certainement, c'est les pop-corns qui sont à la place du cerveau là-bas dedans. Et donc, en personne bien éduquée, lorsque tu arrives quelque part et que tu veux directement t'attaquer déjà à quelqu'un qui parle,
Parce que les petites personnes s'attaquent aux personnes. Les grandes personnes s'attaquent aux idées. Donc ça veut dire que si tu étais bien éduqué, tu allais demander la parole comme Jenny ou alors le goût du miel qui vient de descendre là et t'exprimer. Comme ça, tu démontres à tous ceux qui sont en train de suivre le live. Je te rappelle aussi que je suis sur Facebook où ils sont très nombreux. Donc tu démontres à tous ceux qui sont en train de suivre le live que je n'ai rien dans la tête en expliquant que tout ce que je dis n'a pas de sens. En argumentant. Parce qu'il ne suffit pas de venir dire tu n'as rien dans la tête, je te connais. Pour que ça passe comme, c'est-à-dire comme une vérité vraie, véridique. Je vous ai toujours dit que ce qui se passe dans votre tête, vos fantasmes que vous avez dans votre tête là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Rien du tout. La réalité, elle est tout autre. Donc tu peux peut-être penser vouloir essayer de me connaître ou je ne sais où, je ne sais pas, dans ta tête. C'est-à-dire tu dors, tu rêves de moi, tu viens, tu t'arrêtes sur mon live, tu dis que tu me connais et je n'ai rien dans la tête et patati patata. Et après tu te réveilles, tu crois que c'est la réalité, tu cours, tu viens sur Facebook aussi, tu écris la même chose que tu as vu dans ton rêve. Sauf que tu oublies ou alors tu n'es pas capable de faire le distinguo entre tes fantasmes, ton rêve et la réalité. C'est triste. Et c'est ça qui va venir dire aux gens que tu n'as rien dans la tête. Ou que je parle parce que je suis à Londres. Et c'est pas possible. Vous voyez, lorsque vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, allez regarder l'historique de la personne. Regardez l'historique de la personne. Lorsque vous tapez Max Senior officiel sur Google, ou alors vous tapez mon vrai nom, pour ceux qui connaissent mon vrai nom, vous allez voir mon historique, tout ce que j'ai déjà eu à faire. C'est sur Google. Dès que vous tapez, vous voyez tout. Donc quand quelqu'un a un cerveau, il va venir, il va dire, mais celui-ci c'est même qui, il part, il tape, il voit. C'est comme ça. Donc, demandez à prendre la parole. Je vais vous ajouter pour tous ceux qui veulent intervenir. Donc j'étais de disant ce que, avant que les autres n'interviennent, à 92 ans, un homme est physiquement et mentalement incapable de produire. Maintenir un homme de 92 ans au travail, ce n'est pas différent de l'esclavage. Maintenir un homme de 92 ans au travail, ce n'est pas différent de l'esclavage. J'ai même envie de dire que Biya est en danger. J'ai même envie de dire que les Camerounais, si vous aimez trop le type là, allez le sauver. Parce qu'il est en otage. J'ai envie de dire que le monsieur là est en otage, il est en danger, allez le sauver. Parce qu'on le force à travailler à 90 ans. On le force à se dépasser, à se surpasser. Il n'en peut pas, il n'en peut plus en fait. À 50 ans, 60 ans... À partir de 70 ans, 80 ans, non, c'est mort, c'est mort. 80 ans, c'est mort. 90 ans, alors, oh là là. Mais vous avez vu Kaba Ege Djibril là à l'Assemblée nationale, tenir le papier, une feuille de papier, tenir le papier comme ça, ça le dépasse. Et Kaba Ege Djibril est bien plus jeune que Biya. Vous avez vu, lors de certaines cérémonies, Biya est arrivé. C'est sa femme qui était derrière en train de tenir ses mains comme une marionnette. Il y a une autre cérémonie où on est parti le placer devant le pupitre pour parler. Son pantalon est tombé. Sa femme s'est levée, elle a couru pour aller arranger son pantalon. Lui, il ne se rendait même pas compte. Dernièrement, au stade, Biya est tombé. Il est tombé. Heureusement que sa chaise était derrière lui. Ils ont un peu fait comme si pour arranger. La caméra s'est vite tournée. On a fait comme pour arranger, comme s'il s'asseyait. Vous avez vu, il est parti. On a forcé, il est parti, je ne sais où là, dans un colloque ici à Paris, au sommet de la paix, je crois. Do you understand me? Ben, pendant qu'on est en train de parler, le gars est en train de dormir. Il dort, c'est-à-dire, il dort, il ne sait même pas où il est. Il ne savait même pas où il était.
Il est parti encore ici, là, dernièrement, je ne sais, c'était aux États-Unis, c'était où? On lui donne la parole, mais, c'est-à-dire, le monde entier a diffusé ces images, c'était horrible à voir. Le monsieur était perdu dans la salle, il ne savait même pas où il était. Il demande à son chef de cabinet, non, c'était son chef de cabinet, bien, bref, c'était celui qui l'accompagnait, son aide de camp, je crois, mais je suis où? Ce sont les qui sont dans la salle. Alors qu'il est dans un colloque où il y a plusieurs chefs d'État. Et il est censé prendre la parole. Je vous rappelle qu'avant qu'un chef d'État n'aille dans ce genre de colloque, il s'entraîne. Même son discours, il essaye de mémoriser une certaine partie. Il s'entraîne. Il connaît qui il va rencontrer, qui sera là-bas, qui ne sera pas là-bas et tout ça. Donc on le prépare. Il se prépare. Mais Biya arrivé là-bas, on vient d'abord, on le lève que c'est à votre tour, monsieur le président. Quoi? Oui, oui. On arrête sa main. Il marche à peine. Il arrive sur le podium. Il dit, je veux parler. C'est à moi de parler. Il part, il s'assoit. On dit, non, monsieur le président, vous devez venir ici sur le pupitre. Il dit, ah bon, hein? Après, il demande encore. Il a déjà le micro qui est accroché. Donc, tout ce qu'il dit, c'est en train de sortir. Il pose la question, mais c'est qui sont dans la salle? Il y a les gens importants ici. Il a le micro et donc, lui, il ne savait même pas qu'il a le micro sur lui. Il ne savait pas qu'il a le micro. Alors qu'on lui a mis le micro, il n'y a pas 5 minutes. Donc, il a oublié où il est. Il a oublié qu'il y a le micro sur lui. Et il commence à poser des questions embarrassantes. Je suis où? Qui sont ces gens dans la salle? Il y a les gens importants ici. On lui dit, non, monsieur, vous devez lire le discours, vous devez lire le discours. Bon, comme c'est quelqu'un qui est quand même habitué à lire les discours, il a pu tenir debout et lire un discours. Quand il finit de lire le discours, il part encore s'asseoir. On lui dit, non, vous ne devez pas vous asseoir. Vous devez plutôt... En fait, avant d'aller dans ce genre de colloque, tout le protocole est établi à l'avance. Donc, tu sais exactement où tu vas, ce que tu dois faire. Après, on lui dit, il y a le président Kagame qui est ici, tu dois le saluer. Or, il venait de faire les photos avec le président Kagame il y a quelque temps. Jusqu'ils se sont même parlé, ils se sont un peu échangés des mots et tout. Mais les images là ont été diffusées partout. Moi-même, j'avais honte et pitié de lui. Même comme je sais que lui là, le père là, tellement, il m'énerve. Mais j'avais pitié. J'avais pitié parce que... il était... Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a même plus toute sa tête. Il est capable de dire un truc 5 minutes plus tard, il ne sait même pas où il se trouve. Donc les gens l'ont porté du Cameroun, on l'a amené quelque part où il ne savait pas où il était. Et pendant ce temps, sa femme a profité pour aller voir les mannequins dans les endroits, les tapis rouges, les machins, trucs. Tout le monde a vu ça. Les gens étaient sidérés, dépassés. Que merde, c'est bien comme ça. Le père là est fini. Mais qu'est-ce qu'il fait à la tête du Cameroun? Il est fini. Ça veut dire que vous pouvez venir avec un papier que on vend le Cameroun aux Chinois. Biya aussi signe. Déjà que lui-même, il ne signe même plus les documents. Voilà ça qui est sorti. Je vous ai parlé de ça il y a 2 ans. Que Biya ne signe plus aucun document depuis plus de 2 ans. Biya ne signe aucun document. Que tous les documents administratifs que vous voyez avec la signature de Biya, que ce soit les décrets, que ce soit les nominations, n'importe quoi, c'est des signatures scannées. Voilà ça qui sort maintenant. Non, juste quand on parle déjà sur les plateaux télé, les gens s'indignent déjà. Or, il y a plus de 2 ans, je vous ai dit ça. Je vous ai fait encore même une vidéo, j'ai posté, j'ai montré tous les exemples de différentes signatures sur les documents. Ces signatures étaient attribuées à Biya. Je vous ai dit, ça, ce n'est pas la signature de Biya. Ce sont des signatures photocopiées, scannées. Donc, le pays fonctionne sur le scan. Donc, on nomme les ministres avec des signatures photocopiées, scannées. On signe des décrets avec des signatures photocopiées, des signatures scannées au Cameroun. Au calme. Tout le monde voit, personne ne dit rien. Voilà ça aujourd'hui quand même, quelques voix s'élèvent déjà.
Jusqu'à les gens sont sur les plateaux télé, ils disent non, ça ce n'est pas la signature de Biya, ça ce n'est pas sa signature, ça c'est... Il y a 2 ans, plus de 2 ans, je vous ai dit ça. Biya ne gère plus le Cameroun depuis. C'est sa femme qui est aux commandes. Avec son amant, le SGPR, Ngongo Ferdinand. Ce sont eux qui gèrent le pays à l'heure où je vous parle. Ce n'est pas pour rien que Jeune Afrique a titré Madame la Présidente. Et pour Ngongo, ils ont titré Monsieur le Vice-président. Rien ne se fait au hasard. Oui. Voilà ceux qui sont à la tête du pays. C'est pour ça que depuis, vous voyez, le pays va en branle. Détournement sur détournement. Détournement sur détournement. Maintenant, là, les détournements, non. Ce n'est pas la rigolade. On convoque Ngongo au tribunal pour venir s'expliquer sur un agent qui aurait été détourné. Le gars dit qu'il ne part pas. Il dit qu'il ne part nulle part. Vous allez lui faire quoi? C'est-à-dire qu'un juge du tribunal criminel spécial le convoque. Il dit, je ne viens pas. On ordonne son mandat d'amener. Il dit que celui qui est fort vienne donc m'amener. Dans une république. Mais les gens sont là, ils observent. Ils pensent que le pays là fonctionne encore. Hein? Vous pensez que le pays là fonctionne encore? Le pays ne fonctionne plus. Le pays est dans la gadoue. Le pays est dans la gadoue. Mais les gars, il faut que quelque chose puisse être mis sur pied afin de changer les choses dans notre pays. Et la première responsabilité, ce sont les leaders des partis de l'opposition qui l'ont. Il faudrait que les leaders des partis de l'opposition se mettent ensemble. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Qu'ils se mettent ensemble, non pas pour aller à une élection où le Conseil constitutionnel va encore dire irrecevable, Biya vainqueur, mais plutôt une coalition visant à renverser l'ordre de 82 et ensuite réorganiser le pays. Si l'opposition ne se comporte pas dans ce sens, 2025, c'est dans 2 ans, ce sera bis repetitas. C'est pas loin, 2025 là n'est pas loin, c'est là, c'est demain. N'est-ce pas, en 2018, on était en train de crier, oh, oh, oh. Nous voici en 2023, 5 ans plus tard, on est toujours sur le même sujet, non? Est-ce que Biya a bougé? Est-ce que le régime Biya a bougé? Non, ils sont là. Donc, 2025, les gars sont déjà en train de se préparer. Quand vous voyez les appels à candidature, patati patata, c'est leur technique, vous le savez. Bientôt, vous allez voir les grosses pancartes publicitaires. Retenez bien ce que je vous dis. Bientôt, vous allez voir les grosses pancartes publicitaires. Oh, le choix du peuple. Biya le meilleur choix. Oh, le machin, machin, machin. Ensuite, en 2025, quel que soit le résultat des urnes, le Conseil constitutionnel va vous dire que c'est Biya qui a gagné et c'est tout. Et que c'est le RDPC qui a gagné et donc Biya et c'est tout. Si Biya n'est plus vivant, c'est son successeur qui va prendre. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui se prépare. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est ce qui est en train de se préparer et c'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Donc, soit l'opposition se met ensemble pour faire ce qu'il faut, soit on observe. Hein. Ce qui est sûr, nous savons déjà tous que les gens qui ont volé autant d'argent ne peuvent pas laisser le pouvoir aussi facilement. Non, détrompez-vous.
Les gens se plaignent du fait que il y a un opposant, le président Kamto, qui a promis que si jamais il prend le pouvoir, il va travailler à protéger Biya et sa famille, que rien ne leur sera fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont levé les voix pour dire, mais vous ne pouvez pas faire ça, Biya, trop détruire le Cameroun, patati patata. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Vous voulez qu'ils se placent devant un podium et qu'ils se mettent à dire que, allez Biya, dès que tu vas tomber, on va te juger, on va te faire ceci, on va te faire cela. Ça, c'est des langages populistes. Un homme intelligent ne dit pas ça. Un homme intelligent qui veut prendre le pouvoir ne dit pas de ce genre de choses. L'homme intelligent qui veut prendre le pouvoir doit toujours rassurer celui qui est au pouvoir que rien ne lui sera fait, que rien ne lui arrivera. C'est un langage intelligent. Donc, il y a certaines choses qui ne nécessitent pas vraiment des polémiques. C'est un langage intelligent. Voilà. Moi-même, d'ici peu, je suis en train, je me forme. Hein. D'ici peu, je vais me lancer dans la course à la présidence. J'ai dit, ça fait combien? Ça fait déjà 2 ans que je dis ça, non? Les gens de Facebook, là. Ouais. Les gens croient que c'est une blague. Pourtant, c'est pas une blague. Soyez ambitieux dans la vie. Je me prépare pour ça. D'ici peu, je vais me lancer à la course. Je vais me former comme il faut. Et voilà, je réponds à tous les critères. Il faut que les jeunes apprennent à être ambitieux. Qu'on ne vous apprenne toujours pas que votre place c'est au champ, pendant que la place des autres c'est à l'ENAM. Et il ne faut pas toujours qu'on vous dise que pour bien diriger un pays, il faut être l'homme le plus intelligent de la planète. Ahidjo a mieux dirigé le Cameroun que Biya. Pourtant, Ahidjo n'avait que le CEPE. Diriger un pays, c'est avoir une capacité de bon manager. Tu manages les hommes. Parce que ce n'est pas toi qui fais les choses. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le gouvernement. Il y a des ministres. Dans chaque secteur, tu mets un ministre qui est capable d'apporter un plus à son poste ministériel et donc dans son secteur. Tu travailles avec des conseillers. Vous élaborez des stratégies. Le tout se passe dans ta capacité à manager les hommes. C'est ça, un vrai président. Le président, ce n'est pas toujours celui qui a eu le bac plus 43. Biya a le bac plus 50. Mais est-ce que ça fait de lui un bon président? Non. Ils sont nombreux comme ça. Par contre, il y a beaucoup de présidents qui n'ont pas eu de longues études, mais qui se sont avérés être des hommes efficaces à la tête de leur pays. Des exemples, il y en a tellement. En tant que Camerounais, vous avez le droit de rêver. Ayez des ambitions. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, bon, écoute, je veux faire quelque chose. C'est comme ça. Toute ambition commence toujours comme ça. Et après, lorsque ça se réalise, il y a des Dumkov comme Gemestri News qui vont rester là comme ça, les yeux ouverts jusqu'à ce que les yeux vont tomber. Mais le problème, c'est qu'on s'en fout d'eux. Parce que les hommes courageux parlent à visage découvert. Les personnes courageuses ne se cachent pas derrière des profils non identifiés pour venir s'attaquer à ceux qui ne les ont pas appelés. Il y a une règle qui est très simple pour les hommes intelligents. C'est que lorsque tu tombes sur un contenu qui ne t'intéresse pas, tu passes ta route. Raison pour laquelle l'individu ou ces gemestres machin qui fait des commentaires farfelus ne me verra jamais sur son profil.
Donc, vous voyez un peu, il faut qu'on apprenne à être ambitieux. On a tué l'ambition dans la tête de la jeunesse africaine. Si bien qu'un jeune n'a même plus le droit de rêver. On a catégorisé. On dit, écoute, telle fonction c'est pour telle catégorie, telle fonction c'est pour telle catégorie, telle fonction c'est pour telle catégorie. Et c'est pour ça qu'il y a des individus comme Gemestre là, que lorsque tu dis que bientôt tu vas concourir à la présidentielle, pour lui c'est, c'est-à-dire pour lui c'est quelque chose d'inimaginable. Mais si tu regardes bien, tu vas voir que Gemestre croit au paradis. Il croit plus au paradis qu'en ma capacité à déposer une candidature pour être candidat à l'élection présidentielle dans mon pays. Quelque chose qui se fait là, parce que je suis citoyen, je n'ai jamais été condamné, je réponds à tous les critères. Bon, seulement il n'est pas assez intelligent pour réfléchir que, mais un citoyen qui répond à tous les critères a le droit de déposer une candidature et de demander le suffrage des populations afin d'être élu à la magistrature suprême. C'est un droit fondamental inscrit dans la constitution du pays. Mais lui, il va voir que non, oh là là, mais non, celui-là, comment? Parce qu'il le voit, il est en train de parler sur les réseaux sociaux. En fait, il ne te connaît pas. Il voit seulement ce que tu lui montres sur les réseaux sociaux, mais il croit qu'il te connaît jusqu'à... Et c'est comme ça qu'on a lobotomisé beaucoup de personnes en Afrique. Au Cameroun, alors, c'est grave. Les gens sont des êtres humains, mais ils ne savent même pas qu'ils sont des êtres humains. Il y a des outils, Internet, tout, mais ils ne savent même pas à quoi ça sert. C'est ça qu'on veut changer, cette mentalité. C'est pour ça que vous êtes sur ma page. C'est pour ça que j'ai dit, ici, c'est l'éveil de conscience. On travaille le cerveau. On vous pousse à réfléchir. Loin de ce que les religions vous enseignent qu'il faut croire sans avoir vu. Non, ici, on vous enseigne à vous questionner. Questionnez-vous. Ayez la capacité de vous poser des questions, parce que si vous ne vous questionnez pas dans la vie, vous allez gober tout et n'importe quoi. Tout simplement. Donc, comme je vous le disais tantôt, notre pays a besoin d'action et non de prière. Notre pays a besoin d'action et non de prière. Et d'un côté, pour que cette action se mette en place, il faudrait que les leaders fassent ce qu'il faut pour galvaniser le peuple. Les leaders doivent travailler sur eux-mêmes, travailler à s'unir. Montrer l'exemple de l'union. Parce que lorsqu'on demande à un peuple de se battre, ça veut dire qu'on demande à ce peuple de s'unir, de se souder. En fait, on demande à des populations de devenir un peuple. Parce qu'il y a une différence entre des populations et un peuple. Un peuple, c'est celui qui est uni dans un combat commun. Les populations, c'est une bande d'individualistes. Chacun fait ce qu'il veut de son côté. Donc, lorsque des leaders politiques veulent que des populations deviennent un peuple, afin de les conduire dans une lutte pour le changement dans leur pays, il faudrait déjà que ces leaders politiques montrent le bon exemple. En s'unissant d'abord eux-mêmes. En montrant l'exemple au peuple que malgré les divergences qu'on peut avoir les uns les autres, on peut être capable de surpasser, de se mettre ensemble pour une bonne cause. Mais tant que les leaders politiques sont des individualistes comme ce qu'on observe au Cameroun depuis, des individualistes et pour une certaine catégorie d'entre eux, des ventrus qui ne pensent qu'à leur ventre, le peuple se sent abandonné. Le peuple se dit, mais bon, d'accord, je vais aller, mais pour quelle fin? C'est ça. Parce que pendant que tu es en train de convaincre une partie du peuple que voilà, c'est telle personne qui est bien, il y a une autre partie du peuple qui est convaincue que non, c'est une autre personne qui est bien. Et c'est pour ça aussi que le régime Biya prospère. Parce que le régime Biya a sémé la graine de la division. Et vous êtes à l'aise dans cette division, vous vous maintenez dans cette division. Comment est-ce que vous pouvez être divisé autant
et demander au peuple de s'unir. S'unir derrière qui? Lorsque vous irez aux élections, ça va toujours déboucher à ce qu'on a vu en 2018, 2019, où il y a des manifestations qui sont organisées. Ce sont les militants d'un parti politique, d'un autre parti politique qui arrêtent les manifestants pour les livrer à la police. Un autre parti politique de l'opposition, hein, il dit qu'aller manifester là-bas ailleurs, machin truc. Comment est-ce que un leader de l'opposition réclame sa victoire? Il organise des manifestations. Déjà même, les manifestations peinent à être populaires au pays parce que les gens ont peur et tout ça. Mais aussi, quand ceux qui sortent se retrouvent dans les rues, ils se font poursuivre par des militants d'un autre parti de l'opposition et ils se font livrer à la police. Donc quand la police lance l'assaut en fait contre ceux qui manifestaient, ils fuient, ils s'en vont se cacher dans les quartiers. Ce sont les militants d'un autre parti dit de l'opposition qui les arrêtent et qui les livrent à la police. Oui, c'est ce qui s'est passé au Cameroun en 2018. Donc vous voyez que le Cameroun, c'est un pays à part, où des militants de l'opposition livrent d'autres militants de l'opposition au parti au pouvoir. Et c'est avec ça qu'on dit qu'on va renverser un régime qui s'est enraciné comme le régime Biala. Non, unissez-vous. Unissez-vous. Sinon, ça ne va pas aller. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre ça. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre ça. Les gars vont faire exactement la même chose en 2026. Ils se sont déjà préparés. Ils ont tout. Ils ont l'appareil de l'État. Ils ont les cam. Ils ont tout. D'ailleurs, la preuve. Regardez que vous voyez, les Camerounais peinent à s'inscrire sur les listes électorales. Les Camerounais, ils ne veulent pas parce qu'il n'y a pas de dynamisme devant. On va dire oui, bien sûr. Maurice Kamto est l'homme politique le plus populaire actuellement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À une époque, on pensait que ça suffisait, mais on s'est rendu compte que non, ça ne suffit pas. Il a besoin d'être soutenu par ses pairs. Il a besoin d'une coalition. Ils ont besoin d'une coalition forte. Ou même si il faut aller à l'élection présidentielle, qu'on voit qu'il y a un groupe d'opposants forts qui décide de faire candidat unique. À ce moment-là, les Camerounais vont se dire, ah, enfin. Ah, enfin. Au Cameroun aujourd'hui, les urnes ne comptent pas. Faites tout ce que vous voulez. Les urnes ne comptent pas. Le simple fait que lorsque vous finissez de voter là, quand on dit vous avez voté, ok. On vient porter les urnes et on s'en va avec. Et après, lorsque vous vous retrouvez devant le Conseil constitutionnel pour la lecture des résultats, le Conseil constitutionnel tient compte de ce que Elekam a dit, donc des PV d'Elekam. Et vous avez eu la preuve en 2018, on vous a présenté des PV qui n'étaient pas signés. Des PV qui n'avaient rien à voir avec ce qui était lu dans les bureaux de vote, ce que vous avez témoigné dans les bureaux de vote où vous étiez scrutateur, oui, scrutateur. C'est-à-dire, vous aviez vos PV. Mais vous vous rendez compte que ce que Clément Atangana lit au Conseil constitutionnel n'a rien à voir avec les PV que vous avez enregistrés en tant que scrutateur. Vous avez même filmé pendant qu'on comptait les voix. Mais Clément Atangana vient, il vous dit que non, c'est plutôt ceci, parce que c'est Elekam qui a dit. Je vous parle parce que j'ai été un acteur majeur. Le soir du 7 octobre 2018, je suis le premier Camerounais à annoncer la victoire de Maurice Kamto. Oui, parce que sur le terrain, on y était et j'ai récolté plusieurs résultats. C'est bien après que Maurice Kamto va dire qu'il a tiré le pénalty et il a marqué. Ce n'était pas pour rien.
J'avais des résultats. Et après même, tous ces résultats-là, venant du pays, ont été compilés. Les résultats du pays, même encore, c'est-à-dire du parti, ont été compilés. C'est venu ici en diaspora et ça a été distribué chez tous les officiels dans toutes les Nations Unies, partout. Sauf que ces gens-là ne peuvent pas traverser la loi au Cameroun parce que le Conseil constitutionnel avait décidé que c'est Paul Biya qui a gagné. Or, c'était faux. La preuve, une autre preuve encore, c'est que à la fin de la lecture des résultats au Conseil constitutionnel, on s'est rendu que la somme des pourcentages dépassait les 100%. C'était très exactement 100,48%. Mais le résultat a quand même été validé. C'est-à-dire, vous voyez que c'est un truc que les gars avaient fabriqué. Au Conseil constitutionnel, les vidéos sont encore là. Le professeur Alain Foguet a posé la question. Mais où sont les PV signés? Parce qu'il a retenu un PV qui était devant un membre du Conseil constitutionnel. Et il a constaté qu'il n'y avait aucune signature sur les PV. Le professeur Alain Foguet dit que, mais comment vous, en tant que juge, vous pouvez tenir compte d'un document qui n'a pas été signé? C'est-à-dire que je peux aller devant un juge avec une reconnaissance de dette écrite. Je dis que c'est toi qui me regardes là, qui me dois de l'argent. Et le juge te demande de rembourser. Or, sur la reconnaissance de dette écrite, il n'y a aucune signature. Donc, je n'ai rien signé. Pour ceux qui connaissent comment les élections se passent dans les bureaux de vote, lorsque on finit, on établit les PV dans les bureaux de vote, on établit le rapport. Chaque représentant de parti politique signe. Chacun signe. Et donc, tous les PV doivent avoir la signature. Donc, si un PV n'est pas signé, eh bien, ça veut dire que le PV pourrait très bien avoir été falsifié. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, en 2018, la technologie était déjà tellement avancée qu'on est capable de connaître les résultats de l'élection présidentielle à la fin, à la fermeture des bureaux de vote. Ça se fait dans tous les pays. Aux États-Unis, les États-Unis sont tellement vastes. C'est un très grand pays avec plus de 300 millions de population. Mais on connaît les résultats des élections présidentielles le même jour. Parce que tout est informatisé. Mais au Cameroun, là, on va porter encore les urnes pour partir. Partir avec. Pour venir plus de 2 semaines plus tard, commencer à vous donner des résultats fabriqués. Ça a toujours été ainsi. Et ce n'est pas en 2025 que ça va changer. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, les leaders des partis d'opposition au Cameroun doivent absolument prendre une décision non égoïste. Une décision visant à montrer l'exemple de l'union aux populations qu'ils appellent à les soutenir. Aucune prière ne sauvera le Cameroun. Aucune prière, aucune méditation. Il n'y a que les actions qui comptent. Prenez l'exemple sur ce qui se passe au Sénégal actuellement. Think. Sur ce, passez une bonne soirée à tout le monde. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.